Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode 2 consacré au championnat du monde de cyclisme sur route. Alors, on part tout de suite direction l'Australie et Wollongong plus précisément. Et pour cet épisode, j'ai deux personnes exceptionnelles. Alors, on va attendre, comme d'habitude, à l'inviter avant de le présenter. Tout d'abord, on commence avec mon Xavier. Comment ça va? Ça va pas mal, toi, ça va? Ben écoute, ça va. Je suis très curieux de te voir te tester là sur le cyclisme. Ça va être assez sympa. J'étais pâté. Voilà. Et pour nous, tout simplement nous accompagner, il nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur Ludwig De Winter est avec nous. Comment ça va? Très bien, un tout grand merci pour l'invitation et parler de cyclisme pour moi est juste exceptionnel. Donc étant un ancien professionnel, c'est, je pense, le meilleur consultant pour vous. Ben voilà, en plus de ça, on n'a même pas besoin de le présenter. Regardez, oui, on le disait, ancien cycliste professionnel, passé notamment là ces dernières années avant d'arrêter ta carrière du côté de l'Intermarché au Antigobert, hein, c'est ça? Tu as arrêté ta carrière au bon moment pour toi? C'était le moment correct? Comment tu as vécu cette transition? C'est des choses de la vie qui font qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions pour avancer. J'avais fait le choix de profiter de ma famille et de mes enfants, ne plus partir sur la route parce que être coureur cycliste demande un sacré rituel et un sacré sacrifice, énormément de sacrifices pour la famille et pour le coureur aussi en soi. Donc j'ai fait le choix à la fin de la saison passée en accord avec bien sûr mon équipe aussi de l'époque avec Intermarché au Antigobert où j'ai roulé 3 saisons comme tu l'as bien dit. Donc vraiment une chouette décision parce que voilà, maintenant je peux profiter de mes enfants et de ma famille. Alors, on va revenir hein, bien sûr sur toute ta carrière ou en tout cas sur tes envies. On t'a préparé une petite interview aux petits oignons. J'espère qu'elle te plaira bien sûr. Mais avant ça, il faut bien sûr parler de l'actualité du moment et ce séisme, mais positif, dans le milieu du cyclisme belge et surtout du sport belge. Remco Evenepoel gagne la Vuelta 44 ans. Après un Belge qui avait gagné un grand tour, c'était Johan De Muynck en 1978-78. On ne sait pas s'il y a des Belges ou des Français, donc on le dit quand même. Messieurs, quand vous avez appris la nouvelle, quand vous avez peut-être vécu en direct ce qui s'est passé, comment vous avez senti en premier, Ludwig? C'est sûr que je vais t'avouer quelque chose, il y a quelque chose que je ne fais plus à l'heure actuelle. Je regarde les courses, mais de loin. Et là, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Je pense, même mon petit gamin de 5 ans, je lui disais, regarde, Remco, le jeune garçon qui est là devant à la TV, va gagner un Tour d'Espagne. 44 ans après le dernier Belge, c'est quand même quelque chose, c'est une histoire du cyclisme. C'est clair qu'on a suivi tous les exploits de Remco sur cette Vuelta, mais c'est clair que c'est un super exploit, surtout à 22 ans, et surtout aussi avec le passé que lui, il a derrière lui, parce qu'il est très jeune cycliste, très peu d'expérience malgré tout. Bon, maintenant on le voit, il a de l'expérience, mais acquise grâce aux meilleures équipes du monde aussi. Il fait partie de la meilleure équipe au monde avec Quick-Step. Donc c'est vraiment un champion, et je pense qu'on va encore être surpris de le voir gagner quelques courses dans le futur. Encore une bonne pioche de Patrick Lefevreux qui a encore fait un travail absolument fantastique comme directeur de course. On sait que Remco est passé par le Sporting d'Anderlecht, Xavier. C'est un ancien footballeur et c'est incroyable cette reconversion. Comment tu as vécu toi cette magnifique nouvelle? Je pense que c'est une magnifique nouvelle, même encore parce qu'il a eu une grosse blessure, sinon ça aurait peut-être pu arriver un an auparavant. Et c'est vrai que chaque fois qu'il roule, chaque fois on se dit qu'il peut faire de grandes choses. C'est vrai qu'on l'attendait un petit peu, maintenant il est vraiment fit, il est bien revenu de sa blessure. Donc c'est vrai que c'est un super événement, ça fait 44 ans qu'on l'attendait. Mais au final, je ne vais pas dire qu'on se doutait que ça devait arriver, mais il y a tellement d'espoir en lui qu'on se disait il doit le faire. Au final, il a confirmé les espoirs qu'on avait en lui, quoi. C'est un peu le Kevin De Bruyne, mais version cyclisme, si on veut faire un petit parallèle. Il ne faut pas oublier qu'à déjà 16 ans, il fait 13 ou 14e d'un semi de Bruxelles ou quelque chose comme ça. C'est quand même extraordinaire avec la tenue de football, vraiment pas équipé comme j'ai vu la photo avec son maillot comme un jogger. Donc ça veut vraiment dire que le garçon il a un moteur extraordinaire et que je pense qu'on va encore être surpris dans le futur par Remco. C'est fou parce qu'il était très bon dans tous les sports, mais il y a parfois certains sports où on sent qu'on est meilleur que d'autres. Et là, il a eu, de temps en temps, certains sont meilleurs dans d'autres sports et se disent non, moi je préfère ce sport-là, donc je vais faire ce que je préfère. Alors qu'au final, le talent, il était là-bas. Remco, à mon avis, s'est écouté. Il a compris que c'est là où il pouvait faire carrière et c'est là où il a fait de très grands exploits.
On va commencer ce petit talk et évidemment ce Clubhouse par un jeu. Que oui, que non. Que si, que non. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Ken de Rey, qui est le producteur de l'émission, dit que si, que non. Donc on va pas le vexer, bien sûr. On va dire que si, que non. On va démarrer simplement avec une première phase. Tadej Pogačar est-il le véritable favori de ce championnat du monde de cyclisme sur route, Xavier? Pour moi, non. Non. On peut dire oui et non. Non, justement, c'est que oui que non. Après, on va débattre, t'inquiète pas, le débat il arrive après. Je dirais que non. Allez, non, c'est bien. Mais il y a un non avec un petit peu de sel et de poivre à gauche, Voilà. c'est bien. Notre sélection emmenée par Wout van Aert et Remco Evenepoel dont on a parlé, peut-elle réaliser l'exploit justement, Wollongong? Ben, le souci de l'équipe nationale. Oui ou non? Ah, pardon, excuse-moi. Ah j'étais oui. parti au débat, Ah, moi. tu vois, Ça tout va, de suite, j'étais- il est chaud, il part chaud tout de suite. patate, moi, Donc, oui. Oui. Bah moi, c'est comme la première question pour Ludwig, je suis entre oui et non, mais on va dire oui vu qu'on doit choisir. Allez, on va dire oui, on est entre oui et non, donc encore une fois, une zone de débat intéressante. Le parcours de l'épreuve avantage-t-elle les grimpeurs, Ludwig? Non. 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 Allez, non d'un côté. Super, bah du coup, on va pouvoir commencer ce débat. Forcément, vous avez tous les deux dit non à Tadej Pogačar. Est-il le favori de ce championnat du monde? Expliquez-vous. Bah moi, je pense déjà, le souci, c'est que la Slovénie amènera que 6 coureurs et pas 8 comme les autres pays. Donc, et on sait que les championnats du monde, c'est quand même un gros travail d'équipe. Par exemple, l'année dernière, les leaders en Belgique n'étaient pas forcément bien identifiés. On a vu que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Ici, la Slovénie apporte 2 coureurs en moins que les autres pays. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront faire le travail pour amener Pogačar vraiment au top pour bien finir ce championnat du monde. Tu es d'accord? Oui, totalement d'accord. Et puis, ben, il faut dire que il est revanchard, ça c'est certain, mais c'est clair qu'il y a un gros désavantage à cause de ça. Maintenant, c'est une équipe qui va courir, je pense, très offensivement sur le prochain championnat. Parce qu'ils ont justement dans leur équipe un super grand champion qui a à cœur d'être revanchard du Tour de France, parce que je pense qu'il a là, entre guillemets, de ne pas avoir gagné le Tour. Bien sûr. Et on sait les talents de Pogačar. Il est capable de gagner les Bastogne-Liège, il est capable de gagner le championnat du monde. Tu l'identifies comment, ce coureur? Est-ce que c'est plus un puncher, plus un grimpeur, plus un... Il est un petit peu hybride, non? Ben, on le voit comme un peu toute cette génération, Pogačar, Remco, même Van Aert, finalement, c'est des coureurs qui passent sur tout type de terrain. On l'a vu, Pogačar sur un Tour des Flandres. Allez, qui s'attendait à ce qu'il fasse deuxième au Tour des Flandres? Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de catégorie à l'heure actuelle de type de coureur. On est vraiment sur des champions qui savent un peu... S'adapter un peu à tout. Voilà, un peu comme Merckx à l'époque. Ouais. Merckx, il savait tout faire. Ben, on est sur ce type de coureur et c'est ça que c'est. C'est pas forcément un parcours de grimpeur, c'est vraiment un parcours un peu de coureur dans ce style-là. Quoi. Tu manges un petit peu la troisième question, mais on va en laisser un petit peu. Il y a encore des choses à dire, bien sûr. Justement, sur ce parcours, on va évidemment en parler avec précision, mais si vous avez peut-être un petit nom à ressortir, vous me dites non pour Pogačar, il y a peut-être un autre nom qui vous vient comme ça, mis à part les Belges dont on va parler. Une petite surprise peut-être, il y a des idées qui peuvent vous venir, Xavier? Peut-être Van Der Poel, toi, il ne faut pas choisir un Belge, mais sinon, de base, c'est Pogačar, Van Aert, Van Der Poel, c'est les trois pour moi qui ressortent beaucoup. Surtout que Pogačar, il faut le noter, c'est qu'il a battu Van Aert la semaine dernière, un truc comme ça, à Montréal. Donc c'est un peu une répétition du championnat du monde. Donc il faut quand même être vigilant. 250 km aussi, donc voilà, la distance, ils l'ont, ça c'est certain. Maintenant, moi pour ma part, j'ai un coureur qui a déjà été champion du monde et je pense qu'il sera réellement présent, c'est Pedersen. Parce qu'on l'a vu sur cette Vuelta, il était vraiment à son avantage. Je pense qu'ici, il aura 15 jours pour récupérer jusqu'au championnat du monde. C'est idéal. Et je pense qu'ils sont déjà là-bas aussi. J'ai vu quelques Instagram là-bas qui sont déjà sur place. Donc, je pense que Pedersen sera en tout cas un client avec Mathieu Van Der Poel qu'on a vu récemment vainqueur ici sur le Grand Prix de Wallonie. Donc, je pense qu'on fera pas sans les champions du moment. Et justement, tu parles des champions du moment. Il y en a un sur lequel on m'a totalement déconseillé je dirais pas qu'on m'a déconseillé d'en parler, mais on m'a dit non, mais lui, impossible qu'il gagne. C'est Julien Alaphilippe qui n'a pas forcément fait une très bonne Vuelta, qui reste un petit peu en méforme. Alors, ce serait vraiment une surprise de voir Julien Alaphilippe faire quelque chose comme ça. Si on veut parler de l'équipe de France, je te coupe peut-être, mais si on veut parler de l'équipe de France, je pense que le leader réel de l'équipe de France ne sera pas Julien Alaphilippe. On met toute la pression sur Julien Alaphilippe. Mais moi, j'ai regardé les courses canadiennes
Et j'ai vu un très grand Christophe Laporte, qui est équipier de Wout van Aert. On l'a vu, il s'est sacrifié tout le Tour de France. Il a été récompensé aussi dans le Tour de France et sur le Dauphiné par son équipe. Donc je pense qu'ici, Christophe Laporte, qui sera on va dire le outsider de l'équipe de France. Mais toute l'attention va être sur Julien Alaphilippe parce que c'est le double vainqueur sortant des championnats du monde. Julien reste dans une incertitude, comme tu l'as dit, on ne le sait pas, sa Vuelta était un peu mitigée. Ouais, puis il a eu une grosse blessure cette saison aussi. Une grosse blessure. Depuis, il n'est pas bien revenu, je trouve, depuis. Toi. Il court contre sa forme, on ne sait pas, maintenant ça reste un champion. C'est un garçon ici qui vient encore de rester plus ou moins presque un mois sans course depuis son abandon sur la Vuelta. C'est la force des grands champions, ils savent répondre présent et à la fois ça peut être tout ou rien. La distance, est-ce qu'il l'aura? Est-ce qu'il aura le rythme assez? Donc voilà, moi je pense l'attention est sur Julien Alaphilippe, mais attention à Christophe Laporte. La Belgique peut-elle gagner à Wollongong? C'est une question qu'on va vous poser, qu'on va prendre le temps de vous poser. Mais avant ça, on va aller chez notre expert. Oui, il nous attend dans son petit canapé vert. Ah, je suis bien, moi. Thomas, il est dans le confort. Il est là. Mais justement, réponds-nous à cette question, mon cher Thomas. Est-ce que la Belgique peut gagner à Wollongong? En tous les cas, je l'espère. Quand on analyse les cotes, allez, je parle ici pour l'épreuve sur route, la première, si je ne me trompe pas. Toi, Ludwig, tu vois qui remporter cette épreuve de sur route, la première? Si on prend le côté belge, je suis sûr que Remco sera dans le classement parce qu'on l'a vu sur la Vuelta, il a survolé les contre-la-montre. Donc je pense que Remco sera certainement... un des favoris, en tout cas pour l'épreuve chronométrée. C'est une belle cote, mais le favori, c'est Van Aert. Et c'est ce que je vais tenter, parce que c'est un Belge. Et je pense qu'il faut tenter, parce que c'est un crack. Et j'aime miser sur les cracks, donc on va tenter Van Aert avec une cote de 4. Remco, lui, est à 6, c'est aussi une belle cote. Donc si tu veux tenter Remco, vas-y. Thomas qui lui-même est un véritable craquito dans son propre secteur des paris. Donc voilà, je te conseillerais quand même de l'écouter un petit peu. En général, il a des petites idées. On va parler de la Belgique, bien sûr. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure Xavier, est-ce que ce n'est pas le côté homogène de l'équipe et le côté unité qui va vraiment faire la différence du côté de Belge? Je sais pas, moi j'ai un doute. En fait, vu qu'un peu avant, tu as le contre-la-montre, Van Aert n'y participe pas pour la Belgique, il n'y a que Remco qui y participe. S'il est champion du monde contre la montre, il va peut-être être OK de s'effacer un peu pour le championnat. Tandis que s'il finit deuxième ou quoi contre la montre, il va peut-être vouloir se mettre plus en avant que Wout pendant la course. Et peut-être que, je ne sais pas si les leaders vont bien être identifiés, s'ils vont tous bien vouloir rouler l'un pour l'autre. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être compliqué. Tu vois, elle est là la clé pour toi, non? Pour moi, tu as deux cracks en Belgique. Ouais. Et lequel se privilégie, toi? Le gros souci qu'on a connu, je pense, l'année passée sur justement le championnat du monde ici en Belgique, c'est ça. C'était cette rivalité Van Aert-Remco. Remco qui a allumé le feu aux poudres, entre guillemets, assez vite dans la course. Et on l'a vu, je pense, s'il avait été au service de Wout van Aert, peut-être qu'il aurait amené Wout van Aert à la victoire. Maintenant, l'année passée, c'est l'année passée. Je pense que cette année, ça a été deux grands champions qui ont gagné aussi chacun leur course, entre guillemets, qu'ils avaient bien ciblé. Je pense qu'ils sont prêts pour les championnats du monde. Ils ont un seul objectif, parce que c'est quand même un maillot qui a la classe. Toute la saison, rouler en championnat. J'aurais bien voulu l'avoir. Sur Pro Cycling Stats, je l'ai eu. Voilà, c'était déjà pas mal. C'est déjà Pro Cycling Stats, c'est déjà ça. Voilà, c'est clair que c'est un super beau maillot. C'est un maillot que tout le monde rêve. Je pense tout coureur qui, comme moi j'adorais, j'aurais voulu être champion de Belgique par exemple dans ma carrière. C'est tellement un beau maillot. Et là, c'est vrai que l'unité fera la force, mais en même temps, on ne sait pas comment deux champions vont réagir. L'année passée, je pense qu'à un moment donné, Van Aert aurait peut-être dû aussi parler à Remco, parce qu'on avait quand même l'impression que l'année passée, Van Aert était un ton en dessous de Remco et que Remco était 2 tons au-dessus. Donc, la communication sera la première, je pense, vraie réussite de l'équipe belge, parce qu'ils ont mis autour de ces deux leaders d'excellents équipiers. Donc, on a une équipe extraordinaire autour des deux grands champions. La différence, elle se fera peut-être au niveau du tracé. Et on passe maintenant au troisième débat. Quand on voit ce fameux Mont Keira, qui est plus long, moins difficile, avec une pente moyenne à 5%, je pense que c'est 8,7 km sur les 32,6, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on a forcément le sommet un petit peu violent avec le Mont Plaisant, 1,1 km, mais parfois même une moyenne à 13%. Donc,
Est-ce que c'est pas aussi ce tracé-là qui va plutôt orienter la stratégie, toute la stratégie de course des Belges sur qui est le porteur de bidon et qui va plutôt justement être le leader? Pour moi, c'est un peu kiff-kiff, que voilà, c'est vraiment un tracé un peu plus pour les punchers, comme on aime bien dire côté cycliste. Et je pense que les deux sont capables de faire, parce que c'est pas forcément une étape, enfin, c'est pas forcément un parcours montagneux, enfin, c'est vraiment entre les deux pour moi, donc je pense que les deux sont capables. Mais on en parlait tout à l'heure, Ludwig, en off, toi et moi, c'est tout sauf facile, c'est vraiment je dirais une course qui ne ressemble à aucune autre. Le championnat du monde, c'est spécial. C'est vraiment particulier. C'est une course un peu atypique parce que justement, on a ce côté nation, on va dire, le côté, voilà, la Belgique représente la Belgique, les Français, les Français. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi l'enjeu des équipes. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte dans la course. On n'en parle jamais, ça. Alors on n'en parle jamais, mais alors, on peut prendre l'exemple de l'année passée avec Remco et Alaphilippe. Il y avait eu un débat un peu là-dessus en disant que Remco avait aidé Alaphilippe dans sa manière de courir pour justement que le maillot reste chez De Koning à l'époque. Et donc, il y a déjà cet aspect-là. Après, l'aspect du parcours, c'est un long parcours. C'est des équipes qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de rouler ensemble. On revient un peu au côté nation. C'est un parcours qui ne va pas être facile, un peu type, moi j'aime bien dire flandrien et ardennais, parce qu'on n'a pas les pavés du côté Flandre, mais on a les difficultés un peu ardennaises. Donc un parcours usant, que je vais dire les Belges adorent, et que les Français aussi apprécient, parce que bon, ils ont de très bons coureurs depuis. Et donc le parcours est vraiment... promis aux endurants, de ce que je t'entends, plus qu'aux grimpeurs. Parce que moi, je voulais vous poser la question de Nairo Quintana. Alors bon, on en reparlera ailleurs, Nairo Quintana, mais quand on voit quand même des parties qui sont, je sais, extrêmement courtes de haute montagne, même s'il y a peu d'altitude, comme tu me disais en fait, d'ailleurs. Quintana, il est meilleur quand tu es vraiment très très haut, genre à plus de 1000 mètres d'altitude. Tout ça ici, ça monte, mais sans plus. Et tu es fort bas au niveau altitude, donc pour Quintana, pour moi... je le vois passer un peu inaperçu. Je pense qu'il n'est même pas leader dans la Colombie. Non, en Colombie, il ne sera pas le leader, effectivement. Eh bien, tu sais quoi, je vais encore te titiller un petit peu parce que c'est l'heure de questions pour un expert. Et là, Xavier et Ludwig, ils vont s'écharper sur des questions qui sont tout sauf faciles. Non, je plaisante, bien sûr. On vous a, je dirais, réservé 2-3 petites questions sympas. C'est un petit peu comme question pour un champion. Donc, le principe, il est simple. Il y a 3 questions. Le plus rapide, tout simplement, il répond, il prend un point. Il y a 3 points à prendre. Celui qui gagne, il a un chocolat offert par Ken qui fasse attention à la parce que fin de j'étais l'émission. bon au sprint. Ah oui, n'oublions pas. On n'a pas encore parlé de son parcours, mais effectivement, sur les 2-3 premiers mètres... Je suis outsider ici, donc ça va, toi. Voilà, c'est ça. Si je perds. Si je gagne, c'est fabuleux. Mais j'étais un bon équipier, donc je poussais souvent les leaders. Voilà. Xavier était un excellent attaquant à l'époque au RFC Liège, donc vous allez pouvoir dans chaque sport plutôt rivaliser. Quoi. Voilà, c'est ça. Allez, on va démarrer tout de suite. Le plus rapide, je le répète, prends la main et puis après on est parti sur 3 points. Je suis une femme née à Annecy, 5 fois championne du monde sur route. Je détiens le record du plus grand nombre de titres dans cet exercice. Je cumule à 1200 victoires depuis ma première licence. Je connais pas son nom. Mon mari était mon coach, Patrice Ciprelli, à 63 ans. Je suis une figure emblématique du sport en France. Je suis. Ah, je vois son Bah oui, Gianni Longo, bien sûr. Je vois qui c'est, mais j'ai pas son nom. Mon Dieu. Et oui, mais lui, il a le nom. Voilà, il est là. Moi, vous voyez, c'était qui, lui, il avait le nom. T'as vu l'équipier, j'ai laissé le temps qu'il réponde, qu'il trouve. En plus, il était facile. Il l'avait direct. Après, t'as vite, si on te laisse pas des points, tu reviendras pas. En plus, dans ma tête, j'étais sûr. Je me suis dit, non, après Annecy, il le sait. Je l'avais déjà, mais je l'ai laissé patauger. Allez, un point. Xavier, tu peux encore te rattraper. Il t'en reste 2. C'est quoi le chocolat? Parce que j'aime bien le chocolat. Maintenant, je peux en manger. Il y a de tout, une tasse, un chocolat. On est fort en goodies chez Libet, donc il n'y a pas de souci. Alors, je suis l'un des Espagnols les plus connus du peloton. Valverde? Oui, allez, c'est l'égalisation. Cette fois sur le podium du championnat du monde. C'est l'égalisation, magnifique. Toi, j'ai étudié. Ouais, c'est fort. Mais je vais recommencer. Donc, j'ai effectivement touché du doigt le titre de champion du monde en 2003 et 2005, en remportant la médaille d'argent, puis en 2006, 2012, 2013 et 2014 avec la médaille de bronze. Je remporte finalement le Graal, c'était à Innsbruck, et c'était en 2018, maillot arc-en-ciel pour
pour Alejandro Valverde. Et puis je remporte mon dernier Liège-Bastogne-Liège en 2017. Et puis maintenant, voilà, 42 ans, j'ai pris part à mon dernier grand Tour de France avant de partir à la retraite. Ouais, mais très déçu, Alejandro Valverde, justement, de ne pas être au championnat du monde. À cause de la course au point, pour la petite histoire, dans le milieu du vélo, et son équipe est en train de justement jouer le fond du classement, donc entre la 17e et 18e place, pour rester en World Tour l'année prochaine. Donc l'équipe a décidé de ne pas l'envoyer là-bas pour lui encore faire les courses italiennes, je pense, et quelques courses espagnoles de fin de saison. Ouais, gratter encore un petit peu de... Surtout pour rester, pour que l'équipe reste World Tour, parce important, que lui va partir, donc voilà, sa carrière se termine, mais il est très important, il a énormément de points dans son porte-bagages, on va dire, et la course au point joue énormément à l'heure actuelle en cette fin de saison. On a d'ailleurs des coureurs belges qui auraient pu être au championnat du monde, mais l'équipe Lotto, par exemple, n'a pas envoyé ces coureurs-là non plus pour justement garder les points et garder les courses futures, quoi. Ça dit quand même énormément. Non, mais c'est intéressant parce que ça dit aussi énormément de la carrière qui représente celle de Alejandro Valverde, qui est quand même un coureur mythique. Tout le monde connaît Alejandro Valverde. Il a réussi à répondre, donc c'est que tout le monde connaît. C'est une légende dans le cyclisme. Hein, donc encore ici, deuxième de la Flèche Wallonne cette année. À 41 ans, ou 42 ans, parce que je crois que c'était le jour de son anniversaire. Ans, C'était le jour de son anniversaire, donc voilà, c'est extraordinaire, quoi. Quel champion, quel exemple et quelle longévité. Donc c'est juste un coureur très beau, quoi. Eh bien, on va parler d'un autre beau ou belle, on ne sait pas, peut-être une femme, peut-être un homme dont on va vous parler maintenant, c'est la dernière question. Mais là, je suis au taquet, alors. Et là, maintenant, je pense qu'on a le Tom Boonen. Voilà, c'est ça, non, c'est faux. Bien essayé, quand même. Allez, et ben justement, ça commence un petit peu comme Tom Boonen. Je suis sprinter, souvent maillot vert sur le Tour de France. Eh ben bravo, bravo, je suis noix de coco choquée. Voilà, j'ai inventé une expression. C'est fantastique. Je pensais que tu allais aller plus loin dans les coureurs. Coureurs. Moi, j'allais dire Tom Steels, tu vois. Voilà. Je voulais vraiment de Sagan, c'est facile. Oui, mais c'est une émission mainstream ici, Ludwig. C'est vrai que Sagan est encore dans le championnat. Donc, voilà, c'est ça, exactement. J'ai réussi l'exploit de remporter à 2 reprises le championnat du monde de cyclisme sur route, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Non, 3 fois, non. D'abord en 2015, puis en 2017. Je crois qu'il est 3, non? 3 fois. 3 fois. 3 fois Avec Frère. Moi, j'avais 2015-2017. Non, je pense 3 fois aussi, il a raison. Il est très bien, il est très bon. Il est très bon. Il mérite 2 points. Ce sera lui quand je le ferai. Voilà, c'est comme ça. Je te le donnerai. C'est comme ça. Mon cher Ludwig, on va s'intéresser un peu à toi maintenant. On va parler un peu de ta vie. Je ne sais pas si c'est ta vie privée, non, mais ta vie professionnelle en tout cas. Il y a certains cyclistes professionnels qui vivent une reconversion parfois assez compliquée. Toi, pas du tout. Toi, tu avais tout de suite anticipé, tu es reparti sur un chemin justement totalement différent. Est-ce que tu peux nous raconter? Donc ouais, quand j'ai fait le choix d'arrêter, c'est clair que j'avais à ce moment-là pas de roue, on va dire, de secours. Mais c'est clair que voilà, j'ai tout de suite voulu rebondir. J'ai une ville où j'habite à Binche qui est très très sportive aussi. On a accueilli 2 fois le Tour de France. On a un bourgmestre qui fait un excellent travail pour le vélo. Je suis maintenant devenu directeur de course de la course à Binge, donc la Binge-Chimay-Binge qui se déroulera en fin de saison aussi pour les cyclistes et où j'ai terminé ma carrière. Et par la suite, après en cherchant du boulot, parce que comme tout le monde à un moment donné, on pense qu'un coureur cycliste il retrouve du boulot facilement comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait dans le monde du vélo et je suis devenu représentant commercial pour 9 belles marques pour la Wallonie et le Luxembourg. Donc voilà, je reste dans le milieu, je rencontre des gens extraordinaires dans les magasins pour parler de ma marchandise, entre guillemets, mais à la fois aussi de ma carrière et de ma passion, parce que le cyclisme reste ma passion première et c'est vraiment un super job, je veux dire, de se retrouver là-dedans, quoi. Parce que l'amour du vélo, d'accord, mais l'amour de l'objet vélo, c'est vraiment ça qui t'a passionné, qui t'es dit ok, je vais le faire parce qu'en fait ça m'intéresse. Il n'y a pas que l'objet, c'est un peu le tout. Voilà, tu as des très beaux vélos, tu as du très beau matos et c'est clair que c'est l'amour de l'objet, mais à la fois du sport, parce que ce n'est pas que l'objet. En fait, pourquoi tu fais du vélo? Tu montes sur un vélo, donc il faut expliquer comment tu montes sur le vélo, comment tu le règles. Donc il y a toujours une finesse et je pense que le fait d'avoir été sportif de haut niveau m'apporte aussi un peu de crédibilité
quand j'arrive dans les magasins, de parler d'un vélo, d'une paire de roues, d'un casque ou autre. Il y a vraiment une crédibilité qui est installée et les gens ont confiance quand on parle, je pense, de choses connues. Donc c'est ça aussi qui est chouette maintenant dans mon métier, dans ma reconversion. Xavier, tu as peut-être une petite question. Je te surprends un peu parce que ce n'était pas prévu, mais il y a peut-être quelque chose que tu as en tête qui peut peut-être intéresser les gens et forcément également une question que tu pourrais poser à Ludovic ou pas? Peut-être si tu as une anecdote quoi, par rapport à un magasin où tu es arrivé et ils ne s'attendaient pas forcément à te voir et que... Bah oui, c'est pas forcément dans... Parce qu'ils ont tous été prévenus que j'allais arriver, donc ils avaient tous reçu à Bromé, l'ancien professionnel débarque. Ils étaient prévenus. Donc ils étaient prévenus, mais c'est clair que des anecdotes, c'est quoi? Tu revois des gens que tu connais, des gens qui entre guillemets, qui sont venus faire des photos avec toi à un moment donné aussi, quoi. Donc c'est ça qui était chouette. J'ai une anecdote avec un magasin, je suis au départ de Paris-Roubaix, donc moi mon premier Paris-Roubaix, il vient faire une photo avec moi parce qu'il veut immortaliser à ce moment-là l'instant, et on en a reparlé quand je suis arrivé chez lui dans son magasin. Donc on retrouve des gens que tu as croisés dans toute ta carrière. C'est chouette comme histoire. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est tout ça un peu les anecdotes. Et alors, la plupart des magasins, c'est vrai que où j'ai roulé avec eux dans les catégories de jeunes ou dans les catégories à un moment donné espoir. Et puis, on a des mécanos, des soigneurs qui sont devenus maintenant magasiniers ou mécanos dans un magasin. Donc, le monde du milieu, on va dire wallon, se retrouve très très vite. J'ai une très bonne anecdote aussi avec le frère de Philippe Gilbert qui a son propre magasin sur Liège. Voilà, j'ai tissé des liens avec lui en tant qu'équipier et maintenant, on se retrouve dans le commerce, quoi. Donc, On va repartir sur le vélo. Je vais te poser une petite question. Il y a une course que tu aurais rêvé de faire et que tu n'as pas eu l'occasion de faire durant ta carrière. Quelque chose que tu te dis, là-dessus, vraiment, ça, j'aurais quand même bien aimé le faire, quoi. Avec le recul, non. Il n'y a pas vraiment de regret parce que moi, je voulais participer à Paris-Roubaix et au Tour des Flandres. Maintenant, avec le recul, j'aurais bien aimé participer une fois à un grand tour. Pour dire d'avoir un peu cette expérience d'un grand tour. Je n'ai jamais eu l'occasion de prétendre d'être au départ. Mais voilà, c'est pas un regret parce que ce n'était pas du tout dans mes objectifs. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, c'est vrai que pour l'expérience, pour même encore un peu plus de crédibilité aussi, tu vois, dans le milieu cyclisme, quand tu termines un grand tour, tu es un finisher, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Donc ça fait partie aussi c'est une lettre de noblesse. Voilà, c'est un peu encore une reconnaissance en plus, quoi. Maintenant, voilà, quand tu as participé à toutes les classiques, que ce soit flamande ou ardennaise, c'est déjà magique. Et moi, c'était mon premier objectif, je veux dire, quand je suis passé chez les pros, c'était de faire un premier Paris-Roubaix, faire le Tour des Flandres. Et l'année passée, j'ai eu l'occasion de faire Liège-Bastogne-Liège. Donc, c'est vraiment voilà, tous les monuments du cyclisme qui ont été faits. De base, tu voulais faire ça, tu les as fait. C'est comme toujours, quand tu as tout fait, tu as envie de... voilà, c'est un plus. C'est un plus. Ce qu'on veut, c'est toujours ce qui nous manque dans la vie. C'est souvent ça. Voilà. Petite question aussi sur l'évolution du sport, du cyclisme, maintenant que tu n'es plus, justement, je t'enlève de ton vélo, hop, je te remets à ta position dans laquelle tu es maintenant avec nous. Il y a un truc qui t'a vraiment sauté aux yeux quand tu es sorti de ce milieu-là, de ce microcosme-là? Sorti, non, parce que je le connaissais. Donc maintenant, c'est vrai que sur toutes mes années où j'ai été coureur, il y a eu énormément d'évolutions, que ce soit les capteurs de puissance, les entraîneurs qui devenaient de plus en plus pointilleux. Mais non, il n'y a pas vraiment... Moi, ce qui m'a vraiment choqué, je veux dire, par rapport à maintenant, et quand je regarde le cyclisme, c'est vraiment cette jeunesse. On a des gars, allez, on prend Remco, mais il n'y a pas que Remco. En Belgique, on a Arnaud Dely. On a d'autres coureurs qui sont là, des champions, qui vont encore arriver. Et c'est des gars qui ont à peine 19-20 ans. Moi, à 19-20 ans, j'étais bon, mais je n'étais pas encore prêt pour être pro. Et là, je pense que l'évolution dans le cyclisme... Même quand tu vois, c'est dernièrement, tous les vainqueurs du Tour de France ou autre, chaque fois, ils sont maillot jaune, mais maillot blanc également. C'est la preuve, regarde, Vingegaard, c'est tous des gens qui ont très peu, entre guillemets, d'expérience chez les pros, qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était des vieux briscards qui gagnaient. C'était des gars de 29-30 ans qui gagnaient les Tours de France ou les grandes courses. Maintenant, on le voit, les jeunes sont très, très compétitifs très tôt et très, très jeunes. Et je pense que c'est dû un peu à l'évolution aussi qu'il y a eu dans le cyclisme depuis 4-5 ans ici, sur les 5 dernières années, quoi. Allez, on en a souvent parlé, il faut quand même que je pose cette question, c'est la question un peu piquante, c'est la dernière. On a vu notamment cette polémique avec Nairo Quintana au sortir du Tour de France. Est-ce que pour être au sommet du cyclisme et durer, à un moment donné, se pose quand même la question du dopage?
Oui ou non? Moi, non. Pour moi, non, parce que je l'ai connu dans le sein total. On est contrôlé énormément. On est contrôlé, je ne sais plus combien de fois, mais sur le trimestre, c'était 2 ou 3 fois. Donc, à ton domicile, ça aussi, ça fait partie des choses très contraignantes d'une carrière d'un cycliste. Bien sûr. Donc, le dopage, pour moi, n'est plus là. En tout cas, l'évolution, je pense, justement, du cyclisme qu'on a vu ici ces dernières années a amené que, justement, ces jeunes sont là plus tôt. Pourquoi? Parce que, on va dire, les vieux briscards ne sont plus là pour tricher. Ouais. Donc, je pense que le dopage ne fait plus partie du cyclisme. En tout cas, je l'espère. Et maintenant, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, quand tu es contrôlé 2 à 3 fois sur le mois, ben, c'est quand même... voilà, je ne vois pas comment le dopage est possible. Donc, voilà, il faut espérer que le cyclisme avance dans le bon sens. Et je pense qu'il avance dans le bon sens. Parce que s'il n'avancerait pas dans le bon sens, on aurait encore, justement, des écarts extraordinaires. Quand on regarde à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Maintenant, on a une génération dorée, une génération qui est là, qui est très bonne dès le plus jeune âge. Et je pense en tout cas que tous ces jeunes frégardons sont propres et vivent justement de leur passion. Donc, et ils sont pétillants, ils ont envie de faire la compétition. Donc c'est là que je pense que le cyclisme est propre à l'heure actuelle. Merci pour ta réponse bienveillante et correcte. On passe tout de suite au super pari de la semaine et on retrouve notre ami Thomas qu'on avait perdu mais qu'on retrouve. Oui, il est là. Oui, je suis toujours là, évidemment, mais c'est très intéressant de vous écouter. J'en apprends aussi de plus en plus sur le cyclisme, donc ça me fait vraiment plaisir. Moi, je reviens sur le pari que j'ai lancé tout à l'heure, je l'ai un peu plus ou moins dit. Je vais vraiment tenter Van Aert, favori selon les cotes, une cote à 4. Franchement, on est belge, je vois pas pourquoi on ne parierait pas sur Van Aert. Donc Van Aert, cote à 4, c'est cadeau. Allez, Wout Van Aert, donc très rapidement, d'accord, oui ou pas? Van Aert, on en a parlé en long et en large, mais bon, en 2-3 mots, tu le ferais ou pas? Tu vas quand même mettre une petite piécette? Une petite, allez, une petite piécette. Pour jouer léger, quoi. La pièce d'€1 qui reste là quand t'as acheté le sandwich, qui reste dans la poche. Voilà. Au final, une cote de 4 comparée aux cotes qu'on peut voir dans le tennis, dans le foot ou autre, c'est tellement haut, ça se tente. Allez, nous deux, on va se retrouver dans le prochain épisode. Il sera consacré à l'un des sports les plus populaires dans des plus grands pays au monde, la Chine. Oui. On va parler de tennis de table et du championnat du monde de tennis de table. Et on sera ici présent avec Philippe Sèvres. Oui. Allez, on vous souhaite une excellente semaine et à très très vite dans le Clubhouse.